parti. En quoi la sexualité impacte-t-elle la réussite financière des entrepreneurs? Bonne question. Je suis Anne-Catherine Pozza, conférencière et experte en leadership amoureux. Auteure de 3 livres sur l'amour, je guide depuis 15 ans les entrepreneurs à succès à décupler leur capital érotique pour booster leur réussite de la chambre à coucher à leur compte en banque. Et j'ai le plaisir d'accueillir Pierre Mézières. Bonjour Pierre. Bonjour, salut Anne-Catherine. Super. Qui nous accueille ici à Lyon. Pierre, ton fil rouge, c'est l'exploration de l'être humain. Et tu as exercé plusieurs métiers. Oui. Et aujourd'hui, ton exploration, elle te mène dans la posture d'accompagnant et de pédagogue. Peux-tu nous en dire plus, ton parcours? Oui, je vais partir de l'actuel et je vais expliquer comment j'en suis arrivé là. Actuellement, moi je fais le pont entre l'intérieur des gens et l'extérieur des gens, c'est-à-dire leur vie intérieure et leur réalisation extérieure. Dit autrement, je fais le pont entre la thérapie, l'introspection subtile et la réalisation de projets, la réalisation de sa vie, coaching. Pour en arriver là, en fait, je me suis pris 2 gros murs. Le premier mur, c'est que je suis ingénieur de formation, je suis scientifique. J'ai creusé à fond la science, j'étais passionné de ça. Jusqu'à ce que la science n'arrive plus à m'aider pour être heureux dans ma vie. Là, j'ai commencé à sentir qu'il y avait des phénomènes qui n'étaient pas répétables et pas reproductibles, donc pour lesquels la science ne pouvait pas m'aider et qui pour autant sont réels. Donc j'ai dû déconstruire un pan de mes certitudes pour ajouter, en plus de la science c'est cool, hein, ce qui fait qu'on est dans le bâtiment là et qui tient, c'est que c'est la science. Mais j'ai été obligé d'ajouter un pan énergétique à ce que je vivais, et moi aller déterrer le pan énergétique de moi-même. Donc ça c'était le premier mur que j'ai dû dépasser en allant me reconnecter à mon intuition et comme c'est la manière dont je fonctionne, en y allant de manière passionnée jusqu'à me prendre un futur mur. Donc, du coup j'ai creusé cette voie-là intuitive pendant au moins 6 ans. J'en ai fait mon métier, donc je suis allé très loin, j'ai regardé jusqu'où je pouvais aller en écoutant mon intuition et que ça soit absolument pas rationnel. Ce qui peut faire peur à plein de gens et que je comprends, parce que je ne suis pas né comme ça. Et c'est devenu mon... Donc, au fur et à mesure que j'ai pris confiance et que j'ai calibré et validé mon ressenti, j'en ai fait mon métier d'accompagnement comme thérapeute intuitif. J'ai créé ma méthode qui en fait recoupe plein de non-méthodes, c'est une anti-méthode, plein de non-méthodes millénaires. Le truc dans lequel je me retrouve le plus, c'est le taoïsme par exemple, sachant que je ne l'ai pas étudié, mais je sais que c'est exactement, voilà, c'est le même fond que plein de choses, dont ce que je fais. Du coup, j'ai travaillé en énergétique pour... je me suis rendu compte que depuis tout petit, sans le savoir, je ressens le mal-être des gens. Quand je porte mon attention sur les gens, je ressens plein de choses des gens. Du coup, je me suis servi de mes perceptions et de ce que j'ai appris et ce que j'ai exploré pour non seulement percevoir le mal-être des gens, mais en plus permettre à ce mal-être, qui est un bien-être déguisé mais qui rappe, de retrouver sa fluidité et du coup de retrouver sa couleur originelle de bien-être. J'ai fait ça pendant 4 ans, en cabinet à Lyon. Après je suis passé par téléphone, puisque je me suis rendu compte que ça marchait exactement pareil pour moi à distance qu'en physique. Jusqu'à me prendre un second gros mur dans ma vie qui est la thérapie, c'est bien, ça fait plein de trucs, ça sert à déconstruire les conditionnements qu'on a construits quand on était petit, parce qu'on est obligé d'avoir des conditionnements. Donc ça c'était un de mes fantasmes à l'époque, mais c'est impossible de vivre sans conditionnement de départ. En tout cas, on est obligé de copier les conditionnements de ses parents, certains. Il y a une forme de tri qui se fait, on ne sait pas trop pourquoi, on peut l'expliquer comme on veut.
Et plus tard, on se sert de nos parents comme tuteurs ou de nos modèles comme tuteurs, ça peut être nos parents ou d'autres personnes. Et ensuite, tout ce qu'on a structuré, donc moi j'appelle ça des structures inconscientes, tout ce qu'on a structuré en structure inconsciente, après il faut faire le ménage dedans. Certaines qu'on veut garder parce qu'elles nous correspondent bien pour notre vie, et certaines qui ne nous ressemblent pas, qui nous ont jamais ressemblé, ou qui nous ont ressemblé à un moment et qui ne nous ressemblent plus. Donc il faut les transformer. La thérapie, elle s'intéresse aux structures qui nous freinent pour se réaliser dans notre vie. Et c'est là que je rencontre mon gros mur en voyant que la thérapie seule ne permet pas d'être heureux. Ça soulage, c'est super bien quand on n'a jamais mis les pieds dedans. Ça enlève des gros cailloux, c'est trop bien du sac à dos. Mais au bout d'un moment, quand il n'y a plus beaucoup de cailloux dans le sac à dos, entre guillemets, sachant qu'il y en a une infinité, mais c'est un autre sujet, quand le sac à dos est beaucoup moins lourd, naturellement, on a envie de réaliser ses projets. Et pour réaliser ses projets, la thérapie, c'est absolument pas son champ d'action. Tout comme la science, son champ d'action, c'est étudier ce qui est répétable et reproductible, donc ce qui est prédictible dans la matière et dans l'espace-temps. Tout ce qui n'est pas prédictible mais réel, c'est pas le domaine de la science, hein, c'est le domaine de plein de trucs, philosophie, métaphysique, religion, blablabla, spiritualité. Le domaine de la thérapie, c'est s'intéresser à ce qui est lourd pour nous et qu'on a besoin de déconstruire en termes de besoin d'évolution humaine. Et sachant que c'est un des besoins fondamentaux, déconstruire, et qu'il y a aussi le besoin de construction qui va toucher à la libido. Donc toi, carrément le sujet qui t'intéresse, ton sujet d'expertise, où du coup on a autant besoin de construire que de déconstruire. Du coup, après mon deuxième mur, j'ai eu envie d'apprendre le coaching, justement pour partir. On débloque des choses à l'intérieur des gens, on débloque la relation à leur désir, par exemple. Ils se rendent compte qu'ils ont un désir, donc c'est pas évident. Moi, je rencontre plein de gens pour qui le désir, c'est pas du tout évident. On pense qu'on a un vrai projet, que c'est basé sur un vrai désir, puis on s'aperçoit qu'en fait, c'est le projet de nos ancêtres, entre guillemets, au niveau inconscient. Du coup, si jamais on le réalise, on voit que ça ne nous nourrit pas du tout. Ça s'est fait chier pour rien. Du coup, quand on découvre qu'on a du désir, parce qu'on a déjà décrémé, j'appelle ça des cacas inconscients, quand on a décrémé des cacas inconscients, après, comment est-ce qu'on se met en ordre toutes les parties de nous, comment est-ce qu'on utilise notre énergie pour la projeter vers l'avant et réaliser nos projets. Et ça, c'est le champ, pour le coup, d'intérêt du coaching. Et c'est ce que tu fais maintenant, et donc tu proposes aux gens, voilà. Donc vraiment les accompagner dans leur réalisation professionnelle, personnelle, artistique, tout à fait. Le soi, en fait, la réalisation de soi. Oui, carrément. Et du coup, j'ai la double compétence thérapie, où j'ai un accès direct à l'inconscient des gens, j'ai pas besoin d'utiliser de technique ou de passer dans un état de conscience modifié comme l'hypnose ou autre. Moi, je le ressens direct. Parce que je vois l'énergie des gens en fait si je veux. Et donc ça c'est pour l'aspect thérapie, et aussi l'aspect coaching, à savoir où là pour le coup je peux absolument rien voir de la personne parce qu'elle a un libre arbitre total sur la construction de sa vie. Et là si je veux aider la personne, ça ne peut passer que par le questionnement et la facilitation de l'émergence chez la personne. Et c'est deux métiers complètement différents, avec des postures différentes, des règles du jeu différentes et deux pans intérieurs de l'humain différents. Moi, je fais le pont entre débloquer à l'intérieur, réaliser ses projets. Quand on débloque, on a naturellement envie de réaliser ses projets. Quand on est en train de réaliser ses projets, on se rend compte qu'on a des freins. Du coup, on a de nouveau envie de débloquer. On a encore plus d'énergie pour encore plus réaliser. En fait, on fait du ping-pong entre l'intérieur et l'extérieur. Excellent. Et quelles sont les 3 valeurs qui guident tes choix ? C'est une bonne question, ça. J'ai une valeur principale qui est la sincérité. Non pas parce que c'est moral, parce que dans ma démarche, là, je vais peut-être choquer, mais la morale, je m'en fous. Par contre, la morale personnelle, je m'en fous pas. On a tous des valeurs uniques, en fait, on est tous uniques, structurés de manière unique, ça se voit en énergétique. Et du coup, la sincérité, pour moi, c'est le chemin le plus rapide pour se réaliser. C'est pour ça que j'ai envie d'être sincère naturellement, c'est juste parce que j'ai intégré que ça va plus vite. Si ça allait pas plus vite, peut-être que des fois je mentirais plus. Mais je me sens pas bien quand je le fais.
Ça, c'est ma première valeur. Deuxième valeur, je dirais le courage. Parce que on a des zones naturellement. Au départ, on commence avec une dominante. Moi, de base, j'ai un accès très facile à mon inconscient et l'inconscient des gens. C'est mon monde, l'énergie des gens, etc. Donc ce que des gens ont du mal à voir, bah, moi, je le perçois en permanence. Après, moi, je galère avec les trucs concrets de base. Du coup, au début, on peut s'appuyer sur ses forces. Ça fait que le voyage de départ, il est plus sympa. On capitalise sur ses forces, on les tire vers le haut. Et au bout d'un moment, selon moi, on ne peut pas faire l'économie d'aller voir les points où on a envie d'y aller, mais où on est merdique, et de les développer aussi. Et là, il faut du courage. Troisième valeur, fun. Fun parce que voilà, hein, le but de la vie, c'est vivre. Quelque part, ça n'a pas d'autre sens que de jouer sur Terre. Et du coup, que ça soit dans ma vie ou dans mon accompagnement, c'est important pour moi que les gens se détendent et qu'ils arrivent à s'utiliser de manière jouissive et fun pour réaliser ce qu'ils ont envie de réaliser. Qu'est-ce qui te fait vibrer? En général, ok, le fonctionnement de la réalité, c'est mon gros truc. J'aime bien, ça sert à rien au final, hein, je m'en rends de plus en plus compte, mais c'est mon jeu, c'est mon fil rouge dans tout ce que je fais. Comprendre ce qui sous-tend la réalité visible, tous les mécanismes qu'on ne voit pas mais qui existent et qui créent la réalité matérielle, c'est mon sport. Ouais, ça j'adore. Excellent. Et en quoi c'est important pour toi, Pierre, ça, le fait de voir ces fils invisibles que peut-être ne voient pas? C'est important pour moi parce que du coup, ça conditionne ce qui se passe dans le visible. Je prends un exemple concret, un entrepreneur, parce que du coup, on est entrepreneurs tous les deux. Un entrepreneur, quand il veut réaliser un projet de boîte, par exemple sortir une nouvelle offre, c'est mon cas, sortir une nouvelle offre sur le marché, avant de pouvoir sortir sa nouvelle offre, il y a tout un processus invisible qui se fait, sur lequel il a une grande partie de contrôle. Dès lors que c'est conscient chez lui, il a une partie de contrôle dessus, mais tout ce qui est inconscient et qui fait pourtant partie du processus, il n'a aucun contrôle dessus. Donc du coup, moi, plus je vois des choses qui sous-tendent la formalisation, la concrétisation de quelque chose et la réalité matérielle, plus du coup j'ai de puissance pour pouvoir créer ce que j'ai envie de créer. C'est pour ça que ça me passionne. Pour moi, c'est le fond des choses, après qui aboutit à une forme. Et du coup, travailler le fond tout de suite, ça permet de gagner du temps. Gagner du temps et éviter de se prendre des gros murs, on se prend des petits murets à la place. C'est plus sympa. Excellent, merci. Quel est d'après toi le plus gros obstacle que rencontrent les entrepreneurs et qui les empêche d'être épanouis à 100% dans leur vie sentimentale, affective et professionnelle? Ok, ouais. Moi, ce que je vois, donc le plus grand obstacle chez les entrepreneurs que je vois, c'est justement le travail sur l'inconscient. Donc son inconscient d'entrepreneur. Pourquoi de base, on a tous une dominante, soit yin, soit yang. Soit on a une dominante d'accès à l'inconscient et on est une chèvre dans la réalisation concrète des choses, donc moi de base c'est ça. Soit on est super bon dans la réalisation concrète des choses, on est super bon pour générer de l'argent, faire des projets, mais on galère à aller s'introspecter dans le subtil, quoi, la vie intérieure. Donc soit on est très bon dans la vie intérieure, méditation et compagnie, voilà. Soit on est très bon dans la vie extérieure, et comme je disais tout à l'heure, au bout d'un moment dans sa vie, on ne peut pas faire l'économie d'aller voir le pan sur lequel on s'est structuré en secondaire et pas en primaire. Donc les entrepreneurs, la majorité des entrepreneurs que je vois, c'est des gens qui ont une facilité à mettre des choses dans la matière, à faire des projets, à entreprendre, et qui ont plus de peur pour aller voir leur vie intérieure. Et les gens dans la spiritualité, c'est l'inverse, ils ont plus de facilité à voir l'intérieur, et ils ont plus peur de faire des choses dans la matière. Justement, j'aimerais revenir sur cette notion de yin, yang, énergie masculine, énergie féminine. Comment ces deux mouvements s'expriment-ils dans ton business à toi? Est-ce que tu peux nous donner des exemples concrets?
Et qu'est-ce que ça signifie pour celles et ceux peut-être qui ne connaissent pas cette différenciation? Ok, yes, ouais. En entrepreneuriat, je peux le formaliser yin-yang, on s'en fout. Hein. Après, moi, c'est mon langage, mais je peux utiliser un autre langage. On va dire partie sensible et partie concrétisation, partie accéder à mon rêve, ce qui vraiment me prend au trip, ce que j'ai vraiment envie de faire dans ma vie, sachant qu'on est périssable. On a une date de péremption dès le début, on le sait. Voilà, qu'on va sortir du frigo pour aller ailleurs. Et du coup, je reboucle dessus. Oui, donc on a deux mouvements qui s'interpénètrent. C'est ressentir à l'intérieur de nous qu'est-ce qu'on a envie de faire de notre putain de vie, parce que c'est mon slogan. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Donc ça peut être simplement mon envie, mon désir. Hein. Mon projet, donc là on retombe sur les trucs d'entrepreneuriat, mon projet à 30 ans, à 15 ans, à 10 ans, à 5 ans, à 3 ans, à 2 ans, à 1 an, à 3 mois, etc. Donc pour pouvoir se projeter dans ce projet-là et faire un truc en accord avec nous-mêmes, on est obligé de se connecter à notre vie intérieure. Est-ce que ça, c'est ce que tu appelles le yin ou la ouais. partie féminine, donc c'est l'intériorité? Ouais, complètement. Okay. Donc là on est obligé de passer par notre ressenti. Excellent. Ça n'a pas de forme. C'est un truc un peu flou, donc d'où les difficultés, enfin, pas les difficultés, mais d'où le fait qu'aujourd'hui ça soit sur place publique, les sujets de mission de vie, de reconversion, etc., parce que c'est un sujet collectif et qu'il y a de plus en plus de gens qui sont entrepreneurs. On a besoin de ressentir, entre guillemets, notre rêve à l'intérieur. C'est comme une sensation, c'est comme dans un rêve. On le vit, on sait que c'est... Enfin, un rêve c'est réel, mais c'est une autre dimension. Et en même temps, c'est un peu flou. Et donc ça, c'est la première phase. On peut l'appeler rêver ou visualiser son objectif. Et après, il y a la réalisation de son objectif, où là, c'est « Ok, j'ai mon rêve, même s'il n'est pas 100% clair, je sais dans quelle direction je veux aller. » Par exemple, moi, je sais que je veux écrire un bouquin. Je n'ai pas encore le sujet exact. J'ai le gros tronc du sujet, mais si ça se trouve, ça va changer pendant que je l'écris. Bah, c'est pas grave. Si j'ai pas exactement le sujet précis, si j'ai 80% du truc, je peux me lancer et dans le processus. Donc ça, c'est mon rêve. Je me suis connecté à mon rêve. Je sais que j'ai envie de passer à la radio et j'ai envie d'écrire un bouquin là-dessus. Je me lance là-dedans. Donc là, pour le moment, j'étais en mode intériorité. Je me lance là-dedans, je passe en mode extériorité. Et là, quand je fais le chemin de établir ma stratégie, comment je fais pour écrire un bouquin? Moi, j'ai fait le choix, tout ce qui me passe par la tête aujourd'hui, paf, j'ai un Trello, j'ai des colonnes par sujet, je note mes sujets à chaque fois qu'ils sont là, je fais des schémas. Et du coup, quand je vais arriver vraiment dans l'écriture de mon bouquin, j'ai plein de contenus que j'aurai à mettre dans l'ordre, peut-être certains à pas aborder, à pas mettre dans le bouquin, ça sera pour un autre bouquin ou un blog, etc. Et du coup, on va jouer entre ces deux phases, intériorité, rêve, visualisation, réalisation, sachant que c'est impossible d'être 100% clair sur son rêve. Et on a de la clarté quand on commence à réaliser. On se rend compte de « Ah putain, pendant que je suis en train d'écrire mon bouquin, mais en fait, c'est pas un bouquin que je veux faire, c'est peut-être, je dis n'importe quoi, c'est peut-être une série télé. Trop bien, ok. Sauf que j'aurais pas pu me rendre compte que c'est une série télé que je veux faire si j'avais pas commencé à écrire un bouquin. Donc je pose des actions dans la matière, je me rends compte que finalement, mon objectif, il a changé. Du coup, je me reconnecte à mon rêve, genre « Ah putain, je sens que ça a changé, c'est quoi mon nouveau rêve? Ah, en fait, c'est une série télé, d'accord. » Etc., etc. Voilà. Excellent. Une recherche que j'ai faite en 97 à propos de la créativité, je questionnais qu'est-ce qui caractérise les personnalités les plus créatives. Eh bien, cette recherche m'a donné à voir que c'était les personnes qui avaient le mieux équilibré justement ces fameuses polarités, intérieur-extérieur, émotionnel, mental, féminin, masculin, hémisphère droit, voilà, cerveau gauche, cerveau droit. Voilà, yin-yang. Tendez l'oreille mes amis, on va maintenant aborder un sujet brûlant. Donc de nouveau, je reviens en 97, effectivement, j'ai fait dans le cadre des études genre à l'université à Genève une recherche et je découvre que l'énergie érotique est une énergie de création. Et je crée le néologisme d'érotivité en 2002. Et je lis Napoléon Hill bien plus tard, en 2016, et il dit quasiment la même chose. Je vais le citer. « Votre énergie sexuelle fera naître et développer toutes les qualités qui vous rendront riche et heureux. L'amour, la tendresse et le désir sexuel
éprouvés simultanément peuvent faire de vous un génie. Pierre, peut-on dire qu'un entrepreneur qui est heureux en amour a de meilleurs résultats financiers? Et si oui, comment expliquer cela ou quel est ton éclairage là-dessus? Ok, cool, trop bien, super question. Est-ce que ton auditoire, il est poli ou pas? Ou est-ce que je peux dire des gros mots? Il n'y a pas de censure. Chers amis, aujourd'hui Cool. c'est open bar. Allons-y. Ok, cool. Ouais, super de mêler, en fait, de faire les liens entre l'entrepreneuriat, la sexualité, la manière dont on peint, parce qu'en fait, tout est lié. C'est l'énergie sexuelle, comme tu le dis. L'énergie sexuelle, c'est pas que la sexualité humaine. Donc toi, tu appelles ça érotivité, moi j'appelle ça libido, comme de la psycho de base, mais c'est le même fond. C'est l'envie de vivre. C'est la pulsion de vie à l'état brut. Et bah ouais, clairement, il y a un lien. La manière dont on conduit son entreprise et la manière dont on fait l'amour, c'est exactement la même. Peut-être qu'en Observez apparence, bien. peut-être qu'en apparence, ça va sembler différent, mais pour un regard aiguisé, regarder dans l'inconscient, ben en fait, on va retrouver exactement les mêmes choses. Du coup, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on peut se servir de n'importe quel sujet de sa vie pour travailler tous les autres sujets de sa vie. Bon, parfois, il y a un sujet qui est clairement prioritaire et on ne peut pas y couper, on ne peut pas passer par un autre sujet pour le taper, mais globalement, ça marche. Dit autrement, en travaillant la manière dont on relationne sexuellement avec sa compagne ou ses compagnes ou ses compagnons, ou je ne sais pas quoi, dans tous les modèles qui existent, eh ben, ça peut carrément débloquer des freins dans la manière dont on relationne avec son entreprise, avec ses collègues de boulot, etc. Je prends un exemple. Alors, quel exemple me vient? Parce que du coup, j'ai fait pas mal de liens avec pas mal de clients. L'énergie sexuelle, ça revient quasiment à toutes les séances. Là, c'est un truc sur la pose du cadre. Après, j'ai mon exemple là. Oh, bah, je vais prendre mon exemple à moi, hein, tout simplement. Mon exemple à moi, moi, j'avais une facilité à faire l'amour de manière, je vais appeler ça homme sensible, entre guillemets. Donc moi, me mettre au service de ma partenaire et lui faire l'amour pendant 4 heures, c'était pas un problème. Avantage, super à l'écoute de ma partenaire. Inconvénient, régulièrement peu à l'écoute de moi, en fait. Par contre, passer en mode prendre les devants et faire l'animal, ça me bloquait direct. Ça me faisait hyper peur, j'avais l'impression d'être un gros connard, quoi. J'avais l'impression que j'allais détruire ma partenaire. Juste parce que moi, c'est une énergie qui me faisait peur à moi-même, donc je faisais une projection du genre, du coup, c'est méchant, c'est agressif ce que je fais. Ça se retrouvait aussi dans ma manière de conduire des projets et de créer. C'est que comme par hasard, à cette époque-là, pour moi, créer ma boîte et la développer, je devais faire 4 000 € de chiffre d'affaires à l'année. Autant dire que je n'en vivais pas. J'ai travaillé les deux sujets conjointement en faisant un ping-pong entre l'entrepreneuriat, la sexualité, etc. C'est une époque où j'étais célibataire, donc j'ai rencontré plein de partenaires. Moi, je me suis fixé le challenge de me débloquer par rapport à ça. Donc, moi, déjà, j'étais dans mes certitudes du genre, si tu mets une fessée, tu vas te prendre un pain. Où on va te sortir. J'ai découvert que mes compagnes, elles n'étaient pas en sucre et au contraire, il y en a plein qui aimaient bien. Et moi, j'étais persuadé que ça se faisait pas. Si en fait ça se fait très bien. Et même quand on me demandait de le faire, ça me faisait flipper, hein, clairement. Donc ça a été un entraînement et un apprentissage pour moi à dépasser cette peur-là. Je pouvais pas m'affranchir de la peur, mais je pouvais par contre dire ok, t'es là, c'est pas grave, j'y vais quand même. Et comme par hasard, si je regarde à mon avis ma courbe de sexualité où j'assume de plus en plus mon animalité, le fait de prendre les devants et de pas faire l'amour, parce que je sais très bien faire l'amour, on peut genre sexualité sacrée entre guillemets, donc des trucs plutôt une énergie haute. Si je fais la courbe entre mon chiffre d'affaires et avoir su continuer dans l'axe baiser plutôt que faire l'amour,
parce que baiser, c'est cool aussi, j'ai tout le temps envie de faire l'amour, je pense que c'est carrément corrélé. Excellent. Carrément. Excellent. Ouais, c'est vraiment ça qui est à voir et je vous invite vraiment à faire voilà, à observer en fait votre business et vos relations amoureuses, affectives, sexuelles. C'est un bon point. Super, merci. Quel lien vois-tu, on va peut-être aller un cran un peu plus loin parce que ça reste sur cette même dynamique-là, entre le désir et les variations de ton activité professionnelle? Tu viens de témoigner là-dessus finalement en fait. Quel lien je vois entre les désirs et les variations de mon activité? Intéressant. Moi je vois deux choses déjà, puis on va voir comment ça sort derrière. Premier lien que je vois, c'est que quand je sens mon désir et quand je suis mon désir, j'ai mon activité qui se développe. Quand je ne suis pas mon désir, parce que c'est ce que j'appelle un faux désir, c'est-à-dire par exemple, je sais pas moi, mes parents sont médecins, ils veulent que je sois médecin. C'est pas le cas, mais c'est un exemple. Si moi je me dis ah super, mon projet c'est d'être médecin maintenant, peut-être qu'en vrai c'est pas mon désir, mais c'est la projection que mes parents font sur moi que j'ai prise pour mon désir, mais en fait ça m'appartient pas du tout. Donc dès lors qu'on bifurque sur un faux désir, je souhaite à tout le monde que ça n'augmente pas le chiffre d'affaires. Donc un humain normalement constitué, la majorité des gens câblés dans l'inconscient et dans l'énergie, ça ne marche pas. Quand on est sur un faux désir, entre guillemets, l'univers nous répond d'une manière pour, en fait, l'extérieur nous fait miroir que c'est un faux désir et du coup que la mayonnaise, elle ne prend pas. Il y a rarement des gens, mais ça existe, qui sont câblés d'une manière bizarre, qui fait que même sur un faux désir, ça cartonne. Parce que dans leur inconscient familial, où ils ont téléchargé un truc de l'inconscient collectif, ou sur de l'entrepreneuriat, qu'il soit sur un vrai ou sur un faux désir, ça marche. S'ils bossent, ça marche. Mais je les plains parce que du coup, avant de voir ça, c'est pas toujours évident. Et bon voilà, développer une boîte sur un truc qui nous fait pas kiffer du tout, travailler 50 à 70 heures par semaine sur un truc qui fait pas bander, moi j'ai pas envie. Et je sais qu'on n'est pas heureux quand on fait ça. Donc ça, moi le premier truc que je vois, c'est si on est dans l'axe de son désir, ça se développe. Si on sort de l'axe de son désir, parce qu'on confond un vrai désir avec un faux désir, ça foire. Et si on débranche son désir, donc moi c'était ma spécialité, on va voir jusqu'à quand je débranche pas là, ça va être la surprise. Régulièrement on se fait peur et du coup on débranche carrément le flux du désir. C'est plus une question de vrai désir ou faux désir, c'est que on est tellement flippé par ce qui se passe que du coup on fait du surplace. C'est-à-dire que tu es flippé par la réalité de ce qui t'est projeté et comment est-ce que tu fais pour débrancher? Comment est-ce qu'on fait ça? Enfin, on peut débrancher le désir? Comment est-ce que c'est peut-être pas un bon exemple à suivre, mais pour éviter de le faire. Après on peut pas s'éviter de le faire. En réalité, on peut pas s'éviter de le faire. Par contre, c'est comme la méditation, on va débrancher, on essaye de débrancher le moins longtemps possible et le moins fréquemment possible, c'est tout. Ce que j'appelle débrancher, je prends mon exemple, c'est le truc le plus simple là. Je suis rentré dans une équipe de coach en octobre. J'ai découvert que c'était mon rêve en fait. C'est juste trop bien, je suis toujours dedans pour, à mon avis, des années. Sauf que c'était tellement bien et c'était tellement mon vrai désir. J'ai tellement un inconscient judéo-chrétien que du coup, mon inconscient il fait « Ah non mais là c'est trop beau pour être vrai, ça sent trop la lumière, c'est le mythe de la caverne de Platon. » Trop de plaisir. Il fait trop jour là-bas, trop de plaisir, gros flip genre. Et là je me suis auto-persuadé que le mec est taré, mon boss actuel. Donc je me casse de l'équipe pour revenir une semaine après en mode... Je suis de retour. En mode voilà, j'ai fini ma crise d'ego, je peux revenir ou pas? Bah oui, trop bien. Donc régulièrement quand on se tape des coups de flip, et on a tous des inconscients judéo-chrétiens, il n'y a que les générations derrière moi, donc moi je suis né en 84, on va dire, il n'y a que les générations à partir de 2000 là, qui ont un inconscient qui est très très peu, voire pas basé sur du judéo-chrétien, ils sont plus évolués que nous. Par contre, moi, toi, on résonne à fond sur du jeu. On a des grosses bases judéo-chrétiens.
judéo-chrétienne dans l'inconscient, et qu'on le veuille ou non, qu'on ait envie de... Enfin, on se raconte l'histoire qu'on veut. Non, on en a plein, donc en vrai, on a peur de la jouissance, on a trop envie d'y aller, et quand on y va régulièrement, on se tape un coup de flip, donc on débranche, on bloque jusqu'à ce qu'on se rende compte, genre, en fait, je me fais chier quand je débranche, ok, j'y retourne, etc. Et comment est-ce que tu gères ta libido si elle est en berne, justement, si elle est moins pétillante? Ok. Libido en général, par rapport à l'entrepreneuriat, déjà, moi, je vais me poser la question, parce que pour moi, c'est pas un état normal. Je connais bien cet état parce que je l'ai vécu pendant 30 ans, j'en ai 34, mais j'ai mis 30-31 à tilter, vraiment le branchement de libido, puis je continue d'explorer le sujet. Aujourd'hui, de la manière dont j'ai cheminé, sachant que ma libido est plutôt stable maintenant, je sais que quand je débranche ma libido, donc moi je le sens dans l'énergie directe, je sais que j'ai connecté une peur chez moi. Donc c'est comme si j'étais branché sur Radio Peur qui me raconte de la peur en permanence. Et le truc à faire là, c'est déjà prendre conscience de « Ah mais putain en fait, là je suis complètement déconnecté, je vais pas bien, ça c'est le constat. Comment je fais pour me rebrancher à ma libido ?» Soit ça peut être en passant par l'intérieur, ça peut être de porter mon attention moi sur les parties de mon corps, me remettre bien dans mon corps. Soit ça peut être me faire aider en thérapie quand vraiment j'ai un gros blocage. Là du coup je vais voir un thérapeute pour qu'il m'aide à voir des angles morts de mon inconscient que moi je peux pas voir et qu'il me fasse sauter la couche qui va bien. Enfin intégrer la couche, sauter c'est pareil. Et après c'est une question de choix conscient de suivre ses rêves, ses vrais désirs. C'est que si on pose pas un choix fort, et parfois il faut que le choix il soit à la mesure des résistances intérieures qu'on a, et on a tous des sujets chez nous où les résistances sont fortes, on n'a pas les mêmes sujets, mais c'est obligatoire, il n'y a pas un humain qui... Il n'y a pas les fées qui se sont penchées sur le berceau de quelqu'un, ça c'est du délire. On a tous des zones où on en chie à mort de base. On est tous tordus, on a des handicaps de golf, quelque part, on a juste un handicap différent, c'est tout. Il y en a un qui joue sur un pied, l'autre qui joue avec une main, l'autre qui joue avec un œil fermé, mais c'est pareil. Et du coup, si on n'est pas au clair sur vraiment le fait qu'on veut vivre sa putain de vie, et pas juste, vivre une vie un peu sympa, c'est un choix, c'est cool. Moi, je sais que c'est pas mon choix. Parce que quand je vis une vie un peu sympa, je m'amuse un peu et je me fais beaucoup chier. Du coup, je choisis d'y aller à fond. S'il n'y a pas un vrai choix de vraiment se réaliser comme on est et vraiment réaliser ses rêves et pas dans la demi-mesure, il y a des moments où la libido, j'aime bien la comparer à un petit animal, à un compagnon. Si on lui dit pas où est-ce qu'on a envie d'aller, genre « je suis méga excité, allez là-bas, viens, on y va ensemble ». En fait, elle a aucune raison de monter à l'intérieur de nous et de nous accompagner. Elle nous regarde comme ça, genre comme un chien quand on est dans le canapé, genre bon je t'attends, quand tu seras ok pour aller sortir, je me lèverai aussi. Voilà. Tu as évoqué la partie basse, la libido, il y a le psychisme. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu peux évoquer un peu la dimension du cœur? Comment est-ce que tu l'expliques? Ou comment est-ce qu'il y a quelque chose qui s'alchimise entre deux au niveau du cœur? Brièvement. Brièvement, je vais peut-être avoir une vision particulière du truc. Orientaux et occidentaux, on est câblés à l'envers. Donc déjà de base, j'annonce, faire les trucs à l'oriental chez les occidentaux, ça ne marche pas. Et l'inverse ne marche pas non plus. S'ils importent nos méthodes, c'est une cata pour eux. Nous de base, on va dire au niveau de la psyché, on est des bêtes. On est des brutes, c'est hyper facile pour nous. Au niveau libido, on est en galère en Occident. L'Orient, c'est l'inverse. Au niveau libido, c'est des brutes, ils sont trop forts. Au niveau psychique, ils sont nuls. Donc eux, ils cherchent en partant de la libido à laisser monter l'énergie pour ouvrir le haut. Et après, ça ouvre le cœur. Donc je vais arriver au sujet du cœur. Et nous, on cherche... on cherche aussi à faire monter le flux du haut, mais pour que le flux du bas il descende. C'est un truc un peu bizarre. Pour moi, l'ouverture du cœur, c'est vachement bien, mais c'est une conséquence du travail sur la libido en Occident.
c'est complètement illusoire. Les gens qui cherchent à ouvrir leur cœur pour ouvrir leur cœur, ils vont faire des trucs, hein, mais ça va être ça, hein, je me mets là derrière la lumière noire, donc ça va être un pouillème. Et après ça va stagner, et après en fait on se bullshit hein, dans un gros mécanisme de l'ego, enfin même plusieurs. On a 2 flux énergétiques, un qu'on va appeler libido qui part de dessous nos pieds, qui va jusqu'à au-dessus de notre tête, et un qu'on peut appeler la pulsion de mort en psycho hein, aussi, qui sert à déconstruire les schémas qu'on veut plus, c'est une vision analytique et c'est l'observation de soi avec distance, qui part du dessus de notre tête et qui va jusqu'en dessous de nos pieds. Nous en Occident on est très très fort pour ce flux-là, on est très très nul pour ce flux-là, en Orient c'est le contraire, et quand les 2 flux se rencontrent au niveau du cœur, ça fait une expansion de conscience. Là on n'est plus conscient de la réalité, puis bah, voilà, on voit plus de choses et c'est comme si on franchissait un niveau supérieur. Nous en Occident, pour que le cœur s'ouvre de manière stable et sur un travail de fond et réel, comme on est super bon dans le flux du haut, le flux du haut il est limité par le piètre flux du bas qu'on a, parce qu'un flux du haut trop puissant c'est l'asile psychiatrique direct. Hein. Donc moi j'ai bossé sur plein de cas où c'est le cas, c'est vraiment pas marrant. Du coup, si on veut ouvrir son cœur, sachant que là-dessus il y a un gros débit et que là-bas on est en bas débit, il faut bosser sur le bas pour le monter en haut débit. Et bosser sur le bas pour monter en haut débit, ça veut dire travailler sur sa libido, ses vrais désirs, rapport au concret, à la matérialité, à l'argent, voilà. Tous les sujets qu'en général en Occident on s'empresse, comme j'ai fait, parce que j'avais plus de biens matériels et voilà. On s'empresse de se débarrasser parce que c'est là qu'on a vraiment la merde sous le tapis. Ça fait 2000 ans dans le judéo-chrétien qu'on met la merde en bas. Donc si on veut vraiment aller bien et ouvrir son cœur, enfin laisser son cœur s'ouvrir tout seul, parce qu'il le fait tout seul, il faut déterrer le caca sous le tapis en bas. Les orientaux, c'est le caca sous le tapis en haut. Tous les tabous, toutes les peurs, toutes les injonctions, les conditionnements, les faux désirs. Ouais. Tous les tabous sexuels donc là qui sont en train d'exploser, où on voit que bah, du coup on parle cul beaucoup plus facilement entre potes, en couple, on n'a plus peur de dire je sais pas, jeudi soir c'est sodomie ou je sais pas quoi, alors que la génération au-dessus de moi c'était plus compliqué, et alors 2 générations au-dessus c'était moitié c'est bouche cousue. Ouais, le vrai travail il se fait sur rapport à comment j'arrive à subvenir à mes propres besoins, moi, sans dépendre de l'État, entrepreneuriat, sans dépendre de mes parents, etc., etc. Donc ça résout, on va dire, le chakra, le premier centre énergétique, la grosse base physique. Résoudre le 2e chakra, c'est travail sur la sexualité, l'expression de soi, le mouvement, la créativité, le désir, suivre ses désirs. Résoudre le chakra 3, c'est celui qui est juste en dessous du cœur. Résoudre le chakra 3, c'est comment j'arrive à être moi-même. Ah oui, le chakra 1, c'est individualité et affirmation. Donc donner son opinion, prendre sa place, etc. Et le chakra 3, c'est comment j'arrive à être moi-même au beau milieu d'une relation, au beau milieu d'un groupe. Et ça, à l'échelle de l'humanité, c'est assez récent, parce que soit on était individu qui nie le groupe, donc c'est ce qu'on fait en Occident, capitalisme et compagnie, c'est en train d'évoluer, soit en Orient, c'est le groupe qui nie l'individu. Il ne faut pas se brancher sur un inconscient oriental, l'individu c'est pas très apprécié, d'où des super terreaux communistes et compagnie, quoi. Ouais, voilà. Super. Quelle pépite as-tu envie de transmettre aujourd'hui aux entrepreneurs et les leaders pour les aider à booster leur réussite sentimentale et professionnelle? Ok. Alors, quelle pépite j'ai envie de livrer pour ça? Alors, la première pépite que j'ai envie de livrer, c'est que c'est dur. C'est pas Moi, j'aime pas tenir le message. J'aime pas tenir le message que c'est facile, que genre, waouh, je me suis réveillé un matin, j'ai tout compris à la vie, maintenant je vais t'expliquer, c'est un bullshit de ouf. J'ai compris des trucs et du coup je les transmets parce que ça évite à des gens de prendre autant de murs que ce que moi j'ai fait, donc c'est ma contribution au collectif, c'est cool, puis ça m'éclate. Par contre, ouais, franchement, c'est dur. Après, c'est tout aussi dur de pas entreprendre et de pas réaliser sa vie. Dans les 2 cas, c'est pas facile, mais il y a juste un des cas où c'est pas facile et on s'éclate,
très 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 régulièrement. Puis il y a un des cas où c'est pas facile et on se fait chier et on est dépressif. Ça c'est la première clé que je veux donner, que ça soit dans la vie amoureuse ou dans la vie entrepreneuriale, c'est un challenge, c'est de l'investissement, c'est des choix, c'est énormément de choix en fait. Tous les choix par défaut, c'est une bombe à retardement. Et du coup, c'est regarder ce qu'on veut. Donc, question de désir et de volonté. Qu'est-ce que je veux dans ma relation? Si moi, je suis au clair dans ma relation sentimentale, qu'est-ce que je veux vivre comme relation? Que je le partage à l'autre et qu'on en discute et qu'on trouve le terrain commun, ça part sur de bonnes bases. En entrepreneuriat, c'est exactement la même chose. Qu'est-ce que je veux? Comment je m'y prends pour le faire? Et si déjà on n'est pas au clair sur ce qu'on veut et que c'est pas un vrai désir, en fait c'est un mur qui est programmé. On se programme de se prendre un mur à un moment donné et pour rien entre guillemets quoi. On aura appris des choses, mais on peut tout aussi bien apprendre sans se prendre un mur. Donc ça pourrait être mettre de la clarté sur ce que l'on veut. Ouais. Donc avoir ce mouvement intérieur de se questionner sur nos vrais désirs, enfin savoir que nos vrais désirs, donc travailler à élaguer les mauvais, se connecter à ses vrais désirs et puis poser des actes, aller dans cette direction-là et puis ensuite réajuster. Et c'est qu'en le faisant que l'on peut finalement recevoir les fruits, ça peut être le plaisir, la jouissance et la souveraineté. Ouais, c'est ça. En fait, ce que tu dis, c'est exactement ça. Ça connecte à la responsabilité. C'est-à-dire que plus on se rend compte qu'on est totalement responsable de sa vie et qu'il n'y a absolument rien, il n'y a pas un micron de pourcent de je sais pas quoi qui n'est pas dû à nous dans notre vie, plus vite on intègre ça. Donc on ne l'a jamais intégré à 100% en réalité. Hein. Mais plus vite on intègre, plus vite on a envie d'intégrer le 100% de ça, plus vite on a le pouvoir sur sa vie pour créer ce qu'on a envie de créer. Et dès qu'on a l'impression qu'il y a des choses qui ne dépendent pas de nous, donc c'est vrai dans une réalité humaine, hein. Par exemple, je sais pas moi, si là je veux que tu m'offres un verre, je peux te demander, je peux te gueuler dessus, mais si toi t'as pas envie de m'offrir un verre, je vais pas l'avoir. Donc j'ai mon libre arbitre, t'as ton libre arbitre, et du coup j'ai aucun contrôle sur ton libre arbitre. La coercition, mais si t'as pas envie de fonctionner à la coercition, donc ça marche pas. Donc ça ok. Par contre, dans ce que je vis dans ma vie vis-à-vis de moi-même, je suis totalement responsable de ce qui se passe. Je suis responsable de mes choix. Là, mon choix, c'est boire un jus de pamplemousse. Ma stratégie, c'est passer par toi. Par exemple, je peux tenter de te séduire pour que tu me payes gratos un jus de pamplemousse. Si ça marche pas, je peux en vouloir qu'à moi. Je me dis, en fait, je voulais boire un jus de pamplemousse. J'ai pris comme stratégie la manipulation. Hein. Ça marche pas. Ok. Du coup, qu'est-ce que je prends d'autre comme stratégie? En plus, je me rends compte que quand je te manipule, je me sens pas bien. Ça, c'est un autre sujet. Du coup, responsabilisation. Qu'est-ce que je veux? Un verre de jus de pamplemousse. Ok. Comment je me démerde pour vivre l'expérience que j'ai envie de vivre, à savoir le boire? Il y a une infinité de manières de le faire. Comment j'ai envie de le faire? Quand ça marche pas, je me démerde à se responsabiliser, quoi. Je me démerde à prendre une autre stratégie. Puis si vraiment je le veux, j'essaye plein de trucs jusqu'à ce que ça marche. C'est comme ça que je suis devenu thérapeute. Je me suis débloqué un paquet de merde. Parce que justement je le voulais et sinon je serais plus de ce monde. Super, Pierre. Pour terminer, quelle serait ton actualité si tu as envie de partager avec nos auditeurs des stages ou un endroit où ils peuvent te rejoindre? Ok, alors mon actualité, j'ai plusieurs offres. J'ai de l'accompagnement individuel unique, c'est-à-dire à la séance de 1 heure ou de 1 demi-heure. Public, soit les gens qui galèrent sur des somatisations de santé ou un mal-être et qui comprennent pas d'où ça vient, donc moi j'y ai accès dans l'inconscient et j'arrive à le faire bouger. Soit des gens qui ont des projets très clairs et qui sentent que y a des choses qui les freinent là-dedans. Exemple, j'ai une nouvelle offre, je la mets sur le marché, je tablais de faire 50 000 euros dans l'année avec cette offre-là. Ça fait 10 mois que je suis dessus et en fait je vois que je stagne à 2 000 euros. Bizarre, sachant que ça ressemble à ce qui se fait sur le marché avec ma touche à moi, mais on a des modèles en fait. Là, je me dis, là, il y a un truc qui va pas, j'ai l'impression que je suis pas vu. Sur les réseaux sociaux, j'existe, mais dans l'énergie, j'ai l'impression que je suis pas vu.
Donc là, moi, pareil, je peux aller voir sur tout type de projet, je peux aller voir à chaque fois qu'est-ce qu'il y a dans votre inconscient et qui limite la réalisation des projets. Donc ça se fait à la séance. J'ai une offre de stage là en co-animation avec Nicolas Gétin, qui est un coach qui a aussi un accès à l'inconscient direct. Donc là, on va faire 4 jours de stage à Lyon à partir de demain, dont tu fais partie. Oui. Après, j'ai une offre de coaching haut de gamme là, en illimité sur 5 mois et demi. Et je travaille à créer une offre de déblocage de groupe où là on profite de comme on fait en stage, mais du coup par Skype ou Zoom. Quand j'aide quelqu'un à se débloquer en individuel, il débloque l'ensemble du groupe sur la facette de ce sujet, donc ça fait un travail en réseau. Très puissant, oui. Et en plus, l'énergie de groupe, quand elle est bien cadrée par l'encadrant, l'énergie de groupe, elle soutient tous les individus que constitue le groupe. Donc, ça veut dire concrètement que voir nos problématiques individuelles dans le cadre d'un groupe qui est bien designé, c'est beaucoup plus facile à voir que tout seul. Moi, ça décuple mes perceptions pour aller voir dans l'inconscient. Et en plus, ça me donne un effet de levier pour que ça bouge plus facilement. Donc ça, pour moi, c'est vraiment du travail d'avenir. Quand la dynamique individuelle, groupe, elle est bien posée, à mon sens, dans 20 ans, il n'y a quasiment plus... Je ne vais pas dire qu'il n'y a plus de travail en individuel, mais le travail de groupe, il va énormément se développer. Donc une offre de groupe de déblocage. Et après, je travaille sur une autre offre pour les accompagnants, là, spécifiquement pour les accompagnants. Avant, c'est tout public, tout le temps. J'ai une grosse affinité pour les entrepreneurs. Et là, je travaille sur une offre pour ceux qui accompagnent déjà, donc thérapeutes ou coachs ou autres, qui veulent développer en fait leur perception subtile, leur perception énergétique en faisant un travail sur l'ego. Parce que c'est la seule manière de développer ses perceptions en sécurité. Sinon, ça marche pas, ou alors si ça marche, c'est hôpital psychiatrique. Donc encore une fois, il faut travailler le bas, l'individualité, l'ego, etc. Libérer l'ego. Donc le site où on peut te rejoindre, c'est... Le site où on peut me rejoindre, c'est www.pierremezières.fr, donc PIE2REMEZIERES, tout attaché.fr. Je vais refaire mon site cette année ou en début d'année prochaine, ce qui commence à dater là. Il y a toutes les infos sur ma page Facebook Pierre Mézières VTPDV, Vite à putain de vie. Et puis voilà. On mettra les liens de toute façon. Ouais, yes. Un grand merci Pierre. Merci Anne-Catherine, c'était cool. Un bonheur de t'écouter, de découvrir ton monde, et j'ai vraiment envie de dire que c'est important de se faire accompagner dans ces moments de confusion, et voilà, quand on sent que ça n'attendez pas de prendre des années ou des mois de non-fonctionnement. Et puis rendez-vous sur pierremezières.fr ou comme, c'est ça, découvrez ce personnage. Moi j'ai pu le tester, une grande générosité, une grande acuité, donc profitez de ça, et puis à tout de suite. Cool, merci. Je peux te poser une question avant la clôture. Sûr. Et toi, ton actualité, c'est quoi? Mon actualité, eh bien, c'est des journées VIP, c'est-à-dire en immersion avec un entrepreneur. On va travailler sur justement ce qui l'empêche d'avancer et dans son entrepreneuriat. Avec mon prisme à moi, qui est le capital érotique. Ok, cool. Donc le capital érotique, ça regroupe son sex-appeal, sa libido, son charisme, son magnétisme, la manière dont il se présente au monde, dont il communique, sa vision. Donc d'aligner tout ça et d'aller voir justement, moi, ma porte d'entrée, c'est la sexualité et l'affectivité. Ok. Yes. Et comment ça peut être mis au service de l'entrepreneuriat. J'avais une cliente par exemple qui n'osait pas faire une demande à son patron. En travaillant avec elle, je me suis rendu compte qu'elle avait eu une rupture amoureuse qui n'avait pas été réglée. On a travaillé avec la rupture amoureuse, et ça a tout débloqué. Cool. Donc voilà. Ok, cool.
Super, Cool. Pierre. Merci beaucoup. Ah ben, merci beaucoup à toi. Ciao, ciao. Bye.